Bonjour mesdames et messieurs, si vous cherchez une plateforme où les femmes s'expriment, vous faites bien, car vous êtes à Femina, votre émission féminine sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine et internationale. C'est par ces mots que je vous souhaite la bienvenue et que je vais de ce pas vous présenter l'invitée du jour. Elle s'appelle Elsie Akaze, épouse Diaino. Elle est présidente de l'ONG, vous dites Yolisa. Yolisa. Bonjour Madame Diaino. Bonjour Madame. Bienvenue à Femina. Merci. Yolisa, ça veut dire? Ça veut dire tiens bon, va de l'avant, prends courage. Ouais. On espère que vous allez tenir bon tout au long de l'émission pour apporter beaucoup d'éclaircissements sur Yolisa et surtout pour essayer d'impacter des femmes africaines qui regardent Femina à travers le continent. Je l'espère aussi. Vous écoutez souvent de la musique? Oui. Quel genre de musique? J'ai pas beaucoup de préférence en ce qui concerne les musiques actuelles, mais il m'arrive d'en écouter. J'ai pas grand choix, mais surtout José. José, l'ivoirienne? Oui. Un titre de José par exemple? Espoir. Tout de suite et on vous revient après. Oui. Maintenant, on va un peu parler du parcours de Madame Diaino. Quel a été votre parcours scolaire, par exemple? J'ai fait des études primaires, secondaires. D'accord. Je les ai bouclées par un baccalauréat action et communication commerciale. Ensuite, j'ai fait des études de marketing et commerce international que j'ai malheureusement pas encore achevé jusqu'à ce jour parce que bon, je vous ai pas. Je me suis vue supprimer ma bourse sans raison et j'ai dû les arrêter. Et en plan B, comme on dit, oui. Il était question que je travaille pour pouvoir financer mes études, pour les achever. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu d'emploi et donc je les ai mises en suspens. Et le mariage, c'est arrivé à quel moment? Justement. Parce que moi, je voulais en venir. Est-ce que ce n'était pas aussi l'une des raisons? Non, ce n'était pas l'une des raisons, mais il est arrivé, je me suis laissé la chance de saisir l'occasion de me marier et voilà. Si vous vous mariez peut-être avant, est-ce que vous auriez pu concilier les études, la famille en même temps? Non, je ne crois pas, mais il est arrivé à un moment et j'ai affronté la chose assez courageusement et puis voilà. Alors, Yolisa, racontez-nous la belle histoire de Yolisa. Comment vous est venue l'inspiration de créer cette organisation à but non lucratif? Ben, comme nous ne l'avons pas mentionné, mais je suis mère au foyer. D'accord. Alors, je n'ai pas d'emploi, donc je me suis consacrée à ma famille. Et bon. Déjà, Yolisa, ça s'occupe de quoi exactement? Ça s'occupe de l'enfance. Des droits de l'enfance. Alors nous voulons réconcilier les parents avec leurs enfants. D'accord. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une démission parentale qui ne dit pas son nom. Nous avons souvent assimilé la démission parentale à... En fait, nous avons toujours pensé que la conséquence de la délinquance juvénile des enfants de la rue était le fait de la démission parentale. Oui, d'une part, mais pas toujours. Et la démission parentale intervient bien plus tôt, même avant l'âge de la scolarisation en fait. Parce qu'on pense qu'un enfant qui arrête ses études sans raison ou qui se retrouve dans la rue, qui préfère vivre dans la rue, c'est le fait de parents qui ont démissionné, oui. Mais ce n'est pas toujours ces conséquences-là. Il y a d'autres conséquences qui sont plus sournoises que nous observons dans la société. Donc, nous nous sommes dit que si nous voulons observer une meilleure société, nous devons travailler dans la racine même de la société. Parce que la société tire sa force de la solidité du cercle familial. Alors, si nous sommes des missionnaires, il est normal que nous observons tous les dysfonctionnements que nous observons actuellement. D'accord. Et donc, nous voulons dire aux parents qu'avoir un enfant est une grande responsabilité. Nous savons qu'ils le savent. Mais nous voulons de façon pratique les amener à réaliser. En fait, nous voulons amener à une prise de conscience et de responsabilité par la même occasion. J'ai toujours eu du mal à comprendre le fonctionnement des ONG. Comment est-ce que ça se passe exactement?
Une ONG. Parfois, il y a des gens qui confondent ONG, par exemple, lorsqu'on parle de l'enfance, on assimile parfois cela à quelqu'un qui œuvre dans l'orphelinat. Après, hein, chaque ONG a son fonctionnement. Oui. Toi, tu expliques par rapport à ce que toi, tu fais dans ton ONG. Oui, mais nous, c'est plus l'information. Nous voulons plus faire dans l'information, la sensibilisation, l'éducation et la rééducation des parents. D'accord. Parce qu'on pense savoir. On pense savoir ce dont un enfant a besoin. D'accord. On pense savoir être parent. Mais on apprend à être parent. On apprend à être parent et nous ne le faisons pas souvent bien parce que nous suivons les modèles que nous avons eus en face. Et ils n'ont pas toujours eu la bonne manière en fait. Parce que c'est un cycle. Et pour qui est-ce que c'est bénéficiable? Pour l'enfant ou pour le parent? Pour les deux, parce qu'ils sont partenaires. D'accord. Oui, parce qu'un enfant est comme une éponge. D'accord. Il absorbe tout ce qu'on lui propose. Oui. Voilà. Et donc, nos enfants sont le résultat de ce que nous leur avons apporté. Alors, votre ONG, vous avez commencé par des études en communication qui n'ont pas abouti. Votre ONG, vous l'avez déjà raconté le début. Et comment est-ce que ça s'est passé sur le terrain? Parce que de plus en plus, il y a des ONG sur le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas comme une rivalité entre les autres? Non, il n'y a pas de rivalité. Je ne pense pas qu'il y ait de rivalité. Elles sont juste complémentaires parce que chaque ONG a ses missions. D'accord. Nous, en ce qui nous concerne, nous voulons faire dans l'éveil de conscience et vraiment dans l'harmonisation des rapports parents-enfants et des droits de l'enfant. Nous voulons valoriser les rapports entre les parents et leurs enfants, en fait. D'accord. Oui. Et cette ONG-là, pour les enfants, quand on entend un peu le fonctionnement de votre ONG, ça fait beaucoup social. Et lorsqu'on entend social, on entend aussi moyens financiers, assistance. Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à faire tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants, par exemple, qui sont en difficulté, qui se présentent à vous? Est-ce qu'il n'y a pas des parents qui se présentent à vous, qui n'arrivent peut-être pas à remettre sur le droit chemin leur progéniture? Si, justement, nous sommes là pour ça, pour répondre à ce besoin-là, parce que nous nous sommes rendus compte que la société a des problèmes. Et en ce qui concerne nos enfants, il n'y a pas un suivi. Alors, un parent qui est en difficulté avec son enfant à la maison, à qui il s'adresse? Souvent, nous avons la mauvaise habitude d'appeler le voisin, d'appeler la tante. Mais nous avons des spécialistes, des psychologues qui peuvent prendre en charge ces enfants-là. Et c'est l'une des missions de mon ONG qui veut valoriser aussi le métier de psychologue. Parce qu'on dit qu'il y en a, mais moi, je n'en connais pas beaucoup. Nous voulons vraiment les mettre en lumière, qu'ils fassent leur travail. Parce qu'il y a beaucoup de travail en ce qui concerne la cause de l'enfance. On risque de déraper déjà très rapidement dans le thème même de l'émission qui est la responsabilité parentale. Mais on va encore s'intéresser à la personnalité d'Elsie. Oui. Elsie est quel genre de femme? Grand cœur, je ne saurais le dire. Je suis assez simple. J'ai un caractère assez fort. D'accord. Je suis très extravertie. Je suis bavarde. Je suis très bavarde. D'accord. Et je suis assez vraie. En relation, je suis assez vraie avec autrui. Ça me joue souvent des tours, mais bon, c'est ce qui fait la vie. Être vrai, ça veut dire quoi exactement? Je n'ai pas de faux semblants. J'ai un franc-parler. Je suis entière. Quand je suis là, je suis avec toi, je suis bel et bien avec toi. Et quand je ne suis pas plus avec toi, je te le fais savoir et je mets de mon côté. Elsie parlait de simplicité. Lorsque je regarde Elsie, son vestimentaire est assez simple, quand même. Si vous le dites. J'ai fait un petit effort pour les besoins de l'émission, mais en général, je suis très speed. Un jean, un bernudin, un t-shirt, je suis partie. Mais selon les circonstances, j'ajuste en fait. Et comment définissez-vous votre look vestimentaire? Simplement? Sans façon. Sans façon. C'est vraiment à l'humeur, quoi. Oui, c'est à l'humeur. J'aime pas les prises de tête. D'accord. Trop, c'est pas mon truc. Donc, lorsque vous voulez aller quelque part, tout ce qui vous tombe sur la main, vous mettez. Non, après, ça dépend de mon humeur. Des fois, j'ai envie d'être dans une belle robe. Des fois, j'ai envie d'être sur des talons hauts. Ah, d'accord, vous disiez, ça dépend de l'humeur. Oui. Ah, ouais. Oui. Ok. Et quel est le look vestimentaire que vous aimez bien sur la gente masculine? Gente masculine. Vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Maintenant, la première fois que vous avez vu monsieur? La première fois que j'ai vu monsieur,
Bon, c'est quelqu'un qui est en général toujours très bien mis. Ah, d'accord. Ça, tout le monde le lui reconnaît, moi aussi d'ailleurs. Non, simplement, je me souviens plus comment il était habillé, mais je sais qu'il était... je sais qu'il était bien parce qu'il est toujours bien. Et quel est le look que vous aimez sur lui? Par exemple, lorsqu'il est... Lui, il est assez... Non, pas celui que vous préférez. Non, il est intemporel. C'est lui qui le qualifie ainsi. Ah, il dit qu'il est intemporel. En ce qui concerne les couleurs, en ce qui concerne le style, c'est une chemise, un pantalon. Et c'est ça qui vous tue? Non, ça ne me tue pas en fait. Moi, le vestimentaire, en ce qui concerne mon homme, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. D'accord. C'est pas ce qui m'a le plus marqué. J'ai aimé l'approche. Comment il m'a abordé, c'est ce qui a compté. Parce qu'il a été simple, drôle et ça, c'était accessible. Et c'est ce qui vous marque? Oui, c'est ce qui m'a marqué. Quel genre de mère est Elsie? Très maternelle. À la limite, on me dit même que ça devient un défaut. Très, très maternelle parce que, bon, je ne sais pas, c'est inné, mais je suis très, très maternelle. J'ai eu la chance de ne pas travailler jusqu'à aujourd'hui. Est-ce une chance? Le commun des mortels dira non. Mais moi, aujourd'hui, avec du recul, je me suis rendu compte que oui, parce que ça a été au profit de mes enfants. Je vais vous raconter la petite histoire. Mon mari, à un moment donné, à chaque fois, je me plaignais de ma condition. Je ne travaille pas, pourquoi? Pourtant, j'ai des chances, j'ai des capacités, j'ai du potentiel, mais pourquoi? Je vais rester comme ça jusqu'à quand? À chaque fois, je me lamentais. Lui, à un moment, ça l'agaçait parce que les hommes ne sont pas comme les femmes. Nous sommes très émotionnels. Et un jour, il me dit, plutôt que de te plaindre, tu ne penses pas que le fait d'être avec tes enfants est bénéfique pour toi? Tu as de la chance d'être avec eux, de les voir grandir, de les voir leurs premiers pas. Il y a des femmes qui sont obligées de laisser leurs enfants au petit matin, qui ne les revoient qu'à 20h. Peut-être que votre avantage aussi, c'est parce que vous avez à vos côtés quelqu'un qui vous soutient. Il y a des femmes qui n'ont pas cet avantage-là, qui sont même en couple, mais c'est parce qu'elles sont obligées de tout faire. Elles sont alors obligées de sortir, aller travailler. Quand on a un époux qui pourvoit à nos besoins, ceux des enfants, c'est assez facile de dire que c'est une chance de ne pas travailler. Non, ce n'est pas une chance dans le sens où tout est pris en charge. Oui. Non, c'est tout loin de là. Mais je me suis dit, bon, après, dans la vie, il faut savoir s'adapter. Je n'ai pas voulu être sans emploi. Oui, j'ai fait des études pour. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'avoir un emploi et je le prends du bon côté. D'accord. Voilà. Mais je vous assure que ce n'est pas facile. Parce que moi aussi, je veux une autonomie financière. Aujourd'hui, je suis obligée de me rééduquer. Parce qu'après, il faut reconnaître que nous avons eu la mauvaise éducation de penser qu'on fait des études pour être employé. Là, maintenant, les réalités font qu'on est obligé de se réinventer. D'accord. Et c'est ce qui... Je suis en mise à jour. Je suis en téléchargement. D'accord. Alors, vous parlez déjà de votre présence qui se fait ressentir dans la maison. Vous faites de la cuisine? Oui. Quel est votre plat préféré pour mettre monsieur et les enfants bien, joyeux? Monsieur et moi, on a des goûts un peu différents. Lui, il est assez simple, il n'est pas très, très gourmand. Moi, je suis très gourmande. Lui, un plat d'aubergine, poisson fumé, suffit, avec de la banane. Moi, je suis heureuse de voir un plat de feuilles de manioc à la pâte d'arachide. Waouh! Ça me met... Et les enfants alors? Les enfants, en général, ne sont pas très compliqués. Bon, les enfants aiment tout ce qui est fast-food, mais on sait en même temps que ce n'est pas bon pour leur santé, donc on essaie de leur proposer des repas équilibrés. Voilà, donc je cuisine assez souvent. J'aime ça d'ailleurs. J'ai toujours les yeux posés sur mes invités et là, je regarde toujours Elsie. Elsie n'a pas de vernis, Elsie n'est pas maquillée, sinon sobrement. Une habitude ou bien, comme vous êtes toujours speed, comme vous dites, il fallait que vous veniez à Femina et puis pas trop j'enlève, il faut que j'y aille. Je suis non, pressée. Vernis, non, je n'aime pas parce que, particulièrement, je n'aime pas le vernis parce que souvent, il faut en mettre régulièrement quand on décide d'en mettre. C'est-à-dire que lorsque tu en as mis et que c'est écaillé, et que ça ne fait pas propre. Ça fait pas propre, c'est pas présentable et que tu dois aller devant les gens. Après, tu sais, des fois, sur place que tu te rends compte que, oh là là. Donc, pour ne pas me retrouver embarrassée, je préfère ne pas en mettre. Bon, le maquillage,
J'aime bien, sobre Oui. comme vous pouvez le remarquer, mais je ne suis pas très habile en même temps. Le make-up tel que ça se fait maintenant, je ne suis pas habile, mais j'essaie de faire ce que je peux. Et puis, bon. Et qu'en pensez-vous de ces nouvelles femmes africaines très dépigmentées, très toujours mises en beauté, tissage? En fait, elles sortent de l'identité culturelle même de la femme africaine, de l'image même de la femme africaine. Oui, mais après, moi, je pense que c'est ce que les médias nous présentent. Parfois, on a l'habitude de les rencontrer aussi dans les rues, rien à voir avec les médias. On se met en ville, sur une échelle de 10, on rencontrerait peut-être 8, 2 qui ne sont pas dépigmentés, 2 qui ont des cheveux naturels. L'Afrique est en perte d'identité. N'ayons pas peur de le dire. En perte d'identité, on a toujours tendance à penser que c'est ce qui se fait ailleurs, tout ce qui vient d'ailleurs qui est bien. Et malheureusement, non. Et nous le constatons pour le déplorer, simplement. Après, nous ne faisons pas de jugement, mais on est africaine, nous avons la chance même d'être africaine, nous devons en profiter. Et s'il y avait un mot d'emploi pour se dire, bon, je suis une belle femme pour vous, comment est-ce que cela va se définir? Être une belle pour femme. Rester belle et naturellement, ou alors déjà, rester belle. Moi, je pense que la beauté, c'est un état d'esprit. Oui. Je pense que les accessoires que nous mettons, c'est juste pour... c'est un plus. Mais se sentir belle, c'est déjà être bien dans sa tête. Et cela se reflète à l'extérieur. Oui. Des cheveux bien faits, petit maquillage si vous le voulez, le teint propre, les orteils propres, une bonne haleine, les cheveux qui sentent bon. Et la beauté, elle est là, quoi. En fait, elle est en nous, on n'a pas à aller la chercher ailleurs. Entre le foyer, les enfants et l'ONG, est-ce qu'elles y ont le temps d'aller s'amuser souvent? Oui, mais de moins en moins. De moins en moins, parce que, bon, avec les enfants... Bon, après, c'est pas une raison, hein. Quelles sont vos distractions préférées, par exemple? Resto, bar, lounge, d'accord, télévision, Internet, ça me va. J'aime bien les moments de qualité avec mes copines de temps en temps. Mais, il ne vous arrive pas souvent avec monsieur de sortir, aller un peu en boîte la nuit? Non, pas en boîte de nuit, parce que notre mode de vie, nos convictions religieuses nous l'interdisent. Enfin. Et lorsque vous allez vous distraire en couple? Lorsqu'on va se distraire en couple, c'est restaurant. Alors, on va à des fêtes, à des invitations. Et lorsqu'elles y décident de mettre comme ça le feu à la maison pour faire plaisir à monsieur. Genre aujourd'hui, je vais me la faire bonne femme, coquine, je vais lui faire plaisir. Par exemple, votre tenue de séduction préférée, c'est laquelle? Le pagne n'est pas mal. Ah bon? On a toujours envie d'aller voir un peu plus. Donc, ouais, le ça pagne, éveille, bien, ça éveille toujours. Facilement, ça tombe. Mais tant mieux alors. Et en dessous, il y a quoi? Ah! Mais il y a la protection. Non, Ah, ben, si. on est en couple, on est à la chambre. Est-ce qu'on parle encore de protection? Oui, je oui. passe mon chemin avec mon pagne. Je me déambule, telle une femme africaine avec ses jolies petites rondeurs. Non, mais après, monsieur dit qu'il n'aime pas quand c'est offert comme ça. C'est votre monsieur? Oui, mais il aime aller à la cette découverte. barrière? Il aime aller à la découverte Oui. pour voir enlever ce qu'il y a enlevé. On a déjà cassé tout ça. On est déjà madame, monsieur. Il n'y a plus ça. Oui, donc. Ah, je me dis que... Est-ce que la femme africaine ne perd pas un peu ce côté séductrice? On a tendance à être un peu renfermé sur nous. Oui, c'est vrai. Oui. Alors que parfois, surtout quand on est déjà marié, pourquoi ne pas se lâcher? Oui, mais après, je sais pas, peut-être qu'on a été influencé, la culture nous a influencé, on est un peu... Oui. Mais les temps modernes, de temps en temps, la mondialisation s'invite un peu au sein de l'éducation inculquée dans le temps de nos parents, mais Oui, nous on devons, arrive à concilier les deux. nous devons y songer. Il faut aussi une rééducation dans ce sens. Et si on mettait une belle petite musique comme ça pour faire danser Elsie? Ce serait... J'aime bien Pierrette Adams. Quel morceau de Pierrette Adams? Bon, ce qui colle un peu à la thématique de l'émission. Nous allons Même si ça ne colle pas à la thématique de l'émission, hein.
Moi, ce que je veux, c'est que Mme Adia Eno se sente bien à Femina. Non, mais le morceau, il est très dansant. C'est mon journal intime. On s'en va faire un coucou au Congo avec la chanteuse Pierrette Adams dans le titre Journal intime. Et on revient pour la troisième partie et surtout pour le thème de l'émission. Si vous arrivez à peine, vous êtes dans la troisième partie de l'émission Femina. Ici, c'est la tribune sur laquelle où les femmes s'expriment avec le cœur. Et on a comme invité Madame Elsie Adia Eno. Elle est présidente de l'ONG Yolisa qui s'occupe de l'enfance en difficulté. Alors aujourd'hui, comme thème, Madame Elsie, on va parler des responsabilités parentales. Déjà, essayez de nous définir, c'est quoi la responsabilité parentale? La responsabilité parentale, c'est l'accompagnement sur le long terme. De parents auprès de leurs enfants. Il est impératif que les parents aient une relation assez fusionnelle avec leurs enfants. Voilà. Moi, quand je parle de responsabilité parentale, c'est beaucoup plus dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Et lorsqu'on entend responsabilité parentale, forcément, on voit une figure masculine. Et lorsqu'on sait que de plus en plus, nos papas sont de plus en plus démissionnaires. Une maman qui se retrouve seule avec sa progéniture. Comment est-ce qu'elle va arriver à concilier cette responsabilité parentale étant toute seule? Et moi, je pense qu'une femme, une femme qui éduque ses enfants de façon monoparentale peut le faire très très bien. Moi, je pense que c'est assez seul, c'est assez difficile. Oui, c'est assez difficile. Je le sais, oui, je le comprends, mais c'est pas impossible. Moi, j'en connais qui ont réussi leurs enfants. Ça, c'est un peu exagéré de penser que si on n'a pas un homme à côté, c'est l'idéal. C'est l'idéal d'avoir un papa, maman qui éduquent leurs enfants ensemble, qui s'investissent ensemble, qui font les sacrifices ensemble. Mais si cela n'arrive pas, on peut très bien s'en sortir. On peut très bien s'en sortir parce que, comme je le disais au préalable, les enfants sont comme des éponges. Alors si on a établi les bons concepts, en fait, les bonnes habitudes au départ, il sera facile de gérer une adolescence, il sera facile de gérer les différentes transitions de la vie et nous pourrons accompagner efficacement nos enfants et s'investir très très bien dans leur épanouissement. Il n'y a pas de souci, on n'a pas toujours besoin d'être à deux. De plus en plus dans la société, on assiste à cette jeunesse qui dérive un peu. À qui est-ce qu'incombe le tort? Aux parents. Premièrement, aux parents. Parce que, comme vous êtes consciente qu'il y a quand même des enfants assez difficiles. Le parent met tous les moyens à contribution pour pouvoir faire de son enfant un exemple, mais assez difficile aussi de faire de cet enfant-là quelqu'un d'exemplaire dans la société. Oui, mais après, les enfants sont différents. Il y a le caractère, il faut savoir. En fait, moi, je pense très sincèrement que l'échange, la discussion, la communication, c'est comme une relation de couple. Une relation de couple dans laquelle il n'y a pas de communication, et à la limite, elle est en dérive. C'est la même chose pour les enfants. Nous sommes partenaires, nous sommes en relation avec eux. Alors, comment un enfant va se retrouver rebelle une fois adolescent? Qu'est-ce qui fait que certains parents arrivent à gérer? Il y a aussi la crise d'adolescence que certains parents n'arrivent pas à gérer. Oui, justement, ils n'arrivent pas à la gérer parce qu'ils n'ont pas su capter l'enfant très tôt. Parce que moi, je vous dis que ça arrive très tôt. Cela intervient très tôt. Si vous arrivez à créer un rapport de confiance avec vos enfants, ils viendront directement vers vous. Vous pensez que c'est assez facile? Parce qu'il y a les enfants qui arrivent à se défiler aux yeux des parents. Le seul rapport communication avec l'enfant, est-ce que ce seul rapport suffit pour faire d'un enfant un modèle? Oui. Moi, je vais vous prendre un exemple très simple. Mon fils, il n'a que 5 ans. Il n'a que 5 ans. Et dans sa classe, il y a des petits garçons et des petites filles. Et il vient me dire un jour, maman, j'ai une amoureuse. À 5 ans. Je me dis, bon, je ne m'affole pas. Il est amoureux, d'accord, je note. Et puis, il avait 4 ans. Je me dis, bon, peut-être qu'il en a parlé avec ses amis, puis ça va passer. Et l'année qui suit, donc il est à la grande section, là, 5 ans, il a la même petite amoureuse, là, dans la même classe. Il revient me dire, non, je suis amoureux, elle est avec moi dans la même classe, il est tout heureux. Ah, d'accord, je note. Et heureusement, fort heureusement, la maman de la petite fille, je la connais, on a été à l'école ensemble, donc on se connaît, on a échangé les numéros et on se revoit souvent en réunion de parents d'élèves et autres. Et
Et là, à la rentrée, il me dit, maman, aujourd'hui j'étais à l'école, mais bon, je prends un prénom comme ça. Nancy n'était pas en classe. Je lui Son amoureuse. Oui, son amoureuse n'était pas en classe et il était vraiment mal. Là, qu'est-ce que je fais, maman? Il n'a que 5 ans, hein, pourtant, mais je m'implique déjà dans son histoire. Je lui dis, ah bon, elle n'était pas à l'école, d'accord, on va appeler sa maman. Je prends mon téléphone et j'appelle, il est à côté, je mets le haut-parleur. Et je lui dis, bonjour, j'appelle pour savoir pourquoi Nancy n'était pas en classe, parce qu'il y a le petit qui demande. Elle me dit, non, j'ai un peu hésité, comme c'est un peu timide, là, à la reprise des cours. Mais elle sera là demain. Dis-lui qu'elle sera là demain. Donc je dis à mon fils, tu as entendu? Elle sera là demain. Et je vois, il sourit, son regard s'illumine. Et après, moi, je discute avec la maman. Je dis, d'accord, je lui dirai, bon, tu as entendu, elle sera là demain. Et il me souffle à l'oreille, dis-lui que je l'aime. Et je n'hésite, non, mais vraiment, ça peut sembler banal, ça peut faire rire. Mais moi, en même temps, j'apprends à être maman. Oui. J'apprends à avoir une relation vraiment forte avec lui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ça fait rire. Mais quand il sera adolescent, il n'hésitera pas à venir vers moi parce qu'il sait que maman peut trouver des solutions. Maman peut me comprendre. Être amoureux, c'est tout à fait normal. Mais parce que la société africaine, on va te dire, ah là, ça, tu penses déjà aux femmes, mais non. Est-ce que peut-être aussi l'environnement dans lequel vous avez grandi, un autre parent verrait peut-être ça d'un mauvais œil, qu'un enfant de 5 ans parle déjà d'amour? Oui, ça peut arriver, mais je pense qu'ils ont tort. L'amour fait partie de la vie. Pourquoi un enfant ne serait pas amoureux puisqu'il éprouve des émotions? Il faut juste savoir les comprendre. Un enfant de 5 ans, c'est tolérable que l'enfant soit amoureux? Oui, ça peut dériver à autre chose. Non, non. C'est nous qui pêchons. On voit maintenant en France. C'est nous qui pêchons en pensant que l'éducation occidentale qui veut inclure l'apprentissage de l'appareil génital et autres aux enfants en bas âge à l'école. Ce qui est mal vu chez nous. Je suis d'accord. Parce que ça incite à certaines choses rapidement, ce que nous, on ne voudrait pas. Oui, après, ne confondons pas les choses. Oui. Un enfant qui est amoureux, qui éprouve des petits sentiments innocents envers une petite de sa classe, il ne pense pas au sexe. Oui. Il ne pense pas forcément au sexe. Mais le fait de léser déjà, le fait de tolérer déjà, d'avoir déjà cette tolérance, ça peut lui donner certaines libertés au fur et à mesure qu'il grandit. Après, parce que justement, il sait que maman est toujours à l'écoute, elle ne se fâche pas. Non, c'est justement ça. Il faut pouvoir l'accompagner et le comprendre à chaque étape de sa vie. Là, il est amoureux, il va peut-être oublier, il peut ne pas oublier. Après, il sera un peu plus grand. Oui. En fait, moi, je veux dire aux parents qu'il faut emmener, et c'est ce que moi j'applique avec mes enfants, il faut amener les enfants à toujours revenir vers eux. Si cette relation est établie, vous ne le blâmez pas parce qu'il est amoureux. Non, je ne le blâme pas. Je lui dis, je comprends, mais après, maintenant, vous faites entrer vos valeurs. Moi, déjà, je lui dis aujourd'hui que non, tu es amoureux de Nancy, oui, mais il va falloir que tu termines tes études, que tu travailles, parce que Nancy, il va falloir que tu prennes soin d'elle, que tu seras le chef de famille comme papa, non? Il me dit oui, je dis voilà, il va falloir que tu travailles, que tu t'occupes d'elle, et tu vas épouser Nancy, non? Vous disiez tout à l'heure que l'enfant, c'est comme une éponge qui absorbe tout ce qui se présente à lui. Imaginez que votre attitude, plus tard, fasse en sorte que le petit garçon, demain, peut-être à 16 ans, il est papa. Qu'ils viennent vous dire, j'ai mis une jeune fille enceinte. Oui, mais je vous disais que c'est le processus. On ne peut pas parler à un enfant de 5 ans de sexe. C'est maintenant adolescent. Vous suivez. Oui. Parce qu'il va revenir toujours. Moi, il me demande, maman, comment on fait des bébés? Vous pensez qu'à 5 ans, il pense au sexe? Non, il ne sait pas ce que c'est. Il sait qu'il y a des bébés qui naissent, mais comment ils viennent au monde? Et ça, moi, j'ai dû aller me documenter. Je me suis documentée. Heureusement, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, de l'Internet. Je suis allée, une dame que je salue d'abord, qui est partenaire de mon ONG, parce que je vais utiliser ces vidéos. Je me suis dit, au lieu d'enregistrer à mon tour, à chaque fois, sur des sujets qui sont déjà développés par d'autres, donc je me suis dit, au lieu de développer des sujets qui ont déjà été développés par d'autres, pour éviter de faire dans la redite, pourquoi ne pas utiliser, j'ai contacté cette dame qui a un blog, Éduquer son enfant, que je salue au passage. Elle m'a autorisée et je suis allée voir comment aborder cette question. Et comme mon fils, il m'avait posé la question une première fois, je n'ai pas été capable de lui répondre parce que je ne savais pas.
Oui. Vous étiez gênée? Oui, j'étais gênée, je n'avais pas la réponse. Et quand il est revenu, je m'étais documentée et j'ai pu aborder la question en lui disant non, vous n'allez pas dans des... Vous n'entrez pas dans des détails sexuels parce qu'il ne va pas les comprendre. À son âge, il ne pense pas à ça. D'accord? Donc, je lui ai dit non, il y a un petit grain qui germe dans le ventre. Et puis après, quand le bébé grandit, tu vois, quand les femmes sont enceintes, le ventre grossit, donc il me dit oui, maman. Et alors, quand ça grossit, et quand le bébé est prêt à sortir, il y a un passage qui s'est créé. Et je lui ai appris déjà à nommer les appareils génitaux. Le vagin pour la femme, le pénis pour le garçon. Et je lui ai dit, le vagin, il y a un passage qui se crée naturellement et le bébé sort. Ah, d'accord. Aussi simple. Est-ce que ça n'a pas été facile pour vous d'en parler parce que c'était un petit garçon? Vous savez que l'éducation du garçon diffère de celui de la fille. Non. Je suis très, très à l'aise, non. Vous avez des garçons et des filles aussi. J'avais des Combien filles, d'enfants déjà? J'en ai 2. Une fille et un garçon? Non, 2 garçons. 2 garçons. 2 garçons. D'où je pose la question. Peut-être que quand j'aurai les filles, ce sera différent, mais pour l'instant, ça se passe très bien. Le comportement, il différencie souvent. Oui. Quand on a des garçons et quand on a des filles. Par exemple, j'entends souvent un de mes patrons qui me dit souvent que les mamans africaines ont tendance, lorsque les garçons, lorsqu'ils deviennent grands, à faire de ces garçons-là les bourreaux des femmes parce que les mamans africaines elles-mêmes, elles ont souffert, par exemple, dans leur vie amoureuse antérieure avec les hommes. D'où les belles filles ne s'entendent jamais avec les belles-mères. Alors qu'avec la fille, ce sera un peu, de façon un peu très spéciale, mais pas pareil. D'où je parle, est-ce que si ça avait été la fille qui était venue vous dire « Maman, je suis amoureuse ». Maman, je suis amoureuse. Voilà. Alors que j'y pense. Voilà. Je suis sûre que ma réaction aurait été différente. N'est-ce pas? Mais il faut l'avouer. Mais quand même, je n'aurais pas hésité à lui dire que oui, tu es amoureuse, c'est normal, mais après, ça dépend de l'âge. On aborde les questions en fonction de l'âge. Oui, ça diffère selon les sexes. C'est délicat, mais ça, je ne veux pas dire qu'on doit fuir. Il faut toujours répondre aux questions de nos enfants. Et essayons de leur apporter des réponses intelligentes. Voilà. Et pour vous, je continue de parler un peu. S'il y avait, bon, c'est vrai, c'est une série qui passe souvent, parents, mode d'emploi. Pour vous, quelle expression je peux employer? Quel est le mot d'emploi pour pouvoir être un bon parent, par exemple? Pouvoir être un beau parent. Si j'avais été une femme seule, pour pouvoir être une meilleure maman qui a su éduquer ses enfants, quel est le meilleur comportement à adopter? Pour être à l'écoute, aborder tous les sujets avec eux, même les plus délicats. Parler de tout. Moi, je connais des parents qui ont discuté avec leurs enfants du mariage pour tous, l'homosexualité et autres, de ne pas avoir peur de certains sujets. Parce que je répète encore qu'il est de notre responsabilité, c'est à nous de le faire. Pas les camarades de classe, pas la rue, pas les réseaux sociaux, c'est à nous de le faire. Est-ce que pour vous, le fait qu'un enfant dérive, c'est forcément de la faute des parents? Pas forcément, mais ils ont une grande responsabilité, en grande partie, parce qu'ils peuvent rattraper le coup. Les enfants de tout bord dérivent. L'amour aussi joue un grand rôle. Oui. Je crois que l'amour aussi joue un grand rôle. Donc, s'il se sent aimé, il aura tendance à revenir vers les personnes qui lui donnent de l'amour. Même quand il dérive. Je disais depuis le début, parfois l'excès d'amour peut pousser un enfant à faire n'importe quoi parce qu'il se sent tellement à l'écoute, il se dit « Maman, papa va tolérer, papa va laisser ». Non, pas tolérer. Moi, je disais tout à l'heure que l'éducation va avec correction. On est à l'écoute, on comprend, on les accompagne, on les éduque, on les informe. Mais après, quand il y a des dérives, il faut bien recadrer. D'accord. Après, je ne dis pas qu'il faut forcément leur mettre des coups. Après, moi, je ne suis pas contre la fessée. Je ne suis pas contre la fessée. Nous avons été éduqués avec la fessée, et bien même, jusqu'à l'âge de 16. Il ne faut pas être des bourreaux. Non. Il ne faut pas être aussi des mamans fouettardes ou des papas fouettards. Après, moi, je me dis que, comme je le disais, nous avons été éduqués d'une certaine façon. D'accord? Et nous avons tendance à reproduire la même chose, mais nous devons rectifier certains tirs. Moi, j'ai connu la chicotte. C'était pas si mauvais. C'était pas si mauvais, mais après, un parent ne donne que ce qu'il a reçu. On est d'accord? Pas en termes de correction. Un parent, parfois, il éduque aussi, il corrige aussi parce que, justement, il veut que cet enfant-là soit droit. Pas parce qu'il veut faire mal. Oui, la correction est bonne. D'abord, la Bible dit, je cite,
Éduque tes enfants. Bon, pour ceux qui sont chrétiens, selon les lois, pour que plus tard ils ne s'en détournent pas. Ça veut dire que sur le coup, tu reçois des coups, mais après, moi, ça a été bénéfique pour moi à un moment donné. Moi, j'en voulais à ma mère. Des fois, il m'arrivait de me demander mais pourquoi elle est aussi dure avec moi. Est-ce que c'est vraiment ma mère? Parce qu'elle était assez rigoureuse. Mais d'un autre côté, beaucoup disaient que... Beaucoup pouvaient penser qu'il y avait un laisser-aller parce qu'elle avait établi... Elle n'a pas été bonne sur toute la ligne. Oui. Elle n'a pas été si mauvaise sur toute la ligne. Moi, je remercie ma mère d'avoir eu très tôt un rapport de confiance envers moi. Moi, la première fois que je suis allée en boîte de nuit, j'ai demandé la permission. Moi, je n'ai jamais fait le mur. Jamais. J'ai demandé la permission. J'étais avec mon cousin, on y est allé. Elle m'a dit, Chapo, tu emmènes ton téléphone, je vais t'appeler. Et quand elle a appelé, j'ai répondu, elle entendait le bruit de la musique. Du coup, je n'ai jamais été tentée de fuir, de sauter le mur pour y aller. Ça, je la remercie pour ça, pardon. Ouais, il arrivait que lorsque je veux sortir, elle me dit, bon, ok, tu veux sortir, tu prends la clé, la deuxième clé. Elle me donnait la clé, je sortais, je rentrais, tranquille. Pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui cause le frein? Qu'est-ce qui crée la cassure entre la relation enfant et parent? La cassure, c'est... Vous êtes d'accord avec moi que vous arrivez parfois dans des familles où les enfants ne s'entendent pas avec leurs parents, surtout lorsqu'ils sont déjà à un âge assez mature, un adolescent ou une adolescente. Il n'y a pas cette confiance-là dont vous parlez, il n'y a pas cet amour-là véritable. Comme vous dites, plusieurs enfants, ils arrivent à se demander est-ce que c'est vraiment maman qui m'a mise au monde, est-ce que c'est vraiment papa? Ils ont tendance à voir que la maman ou le papa est très dur. Et justement, nous n'avons pas toutes les réponses. C'est pourquoi nous voulons justement travailler avec des psychologues, parce que nous aussi, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos familles actuellement. Pourquoi? Moi, je suis toujours impressionnée de voir des familles qui, par exemple, qui ont le repas familial, donc c'est-à-dire papa, maman et tous les enfants à table, ce qui est rare de nos jours. Mais ça n'a l'air de rien, mais c'est une habitude qui crée des liens. À quel moment nos enfants nous parlent? Souvent, le repas est un moment assez convivial de partage et d'amour. Donc pendant le repas, les langues se délient. Je vous prends un exemple tout bête. Quand un homme courtise une femme, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il invite au restaurant. Elle est détendue, il y a le partage, on partage un repas, Voilà, c'est la même chose pour nos familles. Tu arrives dans une maison, par exemple, c'est papa, maman et les enfants. Tu regardes les murs, même les murs ne te parlent pas. Moi, je suis très... Enfin, quand j'arrive quelque part, je regarde. Et il n'y a même pas une photo de famille. À quel moment l'enfant développe un sentiment d'appartenance, que j'appartiens à une famille? Souvent, même le simple fait de rentrer à la maison et de voir papa, maman et de savoir que j'appartiens à cette famille, ça crée quelque chose dans la tête. Nous voulons comprendre avec les psychologues qu'on aille. Pourquoi ne pas rédiger un guide des parents ou un guide des enfants pour comprendre comment nos enfants fonctionnent? Parce qu'on ne sait pas toujours comment nos enfants fonctionnent. C'est peut-être à cause de ça que nous perdons à un moment donné le contrôle. Donc voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à ces parents qui ont tellement fait au point où ils se sont lassés, qui sont taxés aujourd'hui de parents démissionnaires? Déjà, on n'en fait jamais assez pour nos enfants. Ils n'ont pas le droit de se lasser. Ils n'ont pas le droit de se lasser, mais ils ont le droit de se faire aider. Et nous voulons, pour cela, mettre des structures. Yolisa est là déjà pour ça, pour les accompagner, pour les aider à comprendre. Parce que des fois, on ne fait pas bien parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas. Pour les aider à comprendre les attentes de leurs enfants. Et eux aussi faire comprendre à leurs enfants leurs attentes. Voilà. Ils peuvent se faire aider. Il n'y a pas de fatalité à ce qui se passe. On peut toujours rattraper un enfant. Et l'amour est au-dessus de toute chose, moi, je pense. D'accord. Oui. En 3 mots, comment définissez-vous un bon parent? Un bon parent aimant, rigoureux et un peu fou. Un peu fou. Un peu de folie. Et pour que l'enfant comprenne que le parent n'est pas seulement strict. Oui. Voilà. Un enfant doit être capable de pouvoir danser avec ses enfants. Pourquoi pas?
Moi, il m'arrive de faire la course avec mes enfants, les gens me regardent. Mais moi, je passe les meilleurs moments de ma vie avec mes enfants. Parce que je veux leur laisser un héritage mémorable. D'accord. Donc, on doit travailler à ça. Donc, voilà. Conseil d'Elsie Akazé, épouse Adia Eno, soyons aimants, rigoureux et un peu fous avec nos enfants. On va clôturer en musique le thème de notre numéro de Fémina d'aujourd'hui. Et ça serait quoi comme titre? Priscilla Dégameuse. Priscilla Dégameuse. J'ai pas voulu le titre. Ah d'accord. Priscilla Dégameuse, on la connaît un peu dans ses parodies. Maintenant, elle chante aussi, elle a beaucoup de choses à dire dans le clip qui va suivre. Et nous, on vous revient pour la dernière partie de votre émission Fémina. On est dans la 4e et la dernière partie de votre émission Fémina. Cette fois-ci, on va titiller un peu notre invité du jour avec notre questionnaire intimiste. Alors, je réfléchis dans ma tête. Il faut que j'ai des questions. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, elle a évolué avec le temps. D'accord. Alors c'était le noir et je me suis découvert un amour pour le vert. Vous pouvez bien le voir. Votre définition du bonheur? La définition du bonheur. On le crée et il est en nous. On n'a pas à le chercher ailleurs, il est en nous. Pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que l'amour représente quoi pour vous? L'amour, c'est tout. Il est l'essence même de la vie. Ouais. La plus belle image, le plus beau souvenir d'un de vos enfants ou de vos enfants? Plus beau souvenir? Oh, il y en a beaucoup. Et le plus beau souvenir de votre vie de couple? Non, non, de mon enfant d'abord, c'est lorsqu'il m'a dit un jour, maman, tu es ma reine. Et le plus beau souvenir de votre couple, votre vie de couple? Le plus beau souvenir de ma vie de couple? Ben, ça a été... Il y en a beaucoup en fait. D'accord. Ben, le plus marquant, c'est lorsque je me suis rendu compte que j'étais enceinte, que j'attendais la moitié de nous deux. En fait, oui. Notre premier fils, qui s'appelle Prémiche d'ailleurs. D'accord. Alors, votre dernier geste amoureux envers lui? Dernier geste amoureux, c'est loin. C'est loin? Pas ce matin? Non, 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 pas ce matin. Pas ce Un matin. geste amoureux, c'est faire aussi un gros câlin, faire un bisou. Non, j'aime faire mieux que ça. Ah d'accord. Ah ben je ne m'en souviens plus. Oh là. Et son dernier geste amoureux à votre égard? Son dernier geste amoureux. Son dernier geste amoureux, je me souviens une fois il est rentré, la dernière fois il est rentré et j'étais fâchée. Et donc j'étais fâchée, je ne lui ai pas laissé le temps de souffler un peu et j'ai directement engagé la conversation. J'étais vraiment fâchée. D'accord. Et en fait, il avait quelque chose, il avait un cadeau pour moi. Mais C'est pas parce que vous étiez fâchée? Non, non, non. La colère, il est venu trouver la colère. Ah d'accord. Et donc, je ne lui ai pas laissé le temps de s'exprimer. Donc, du coup, j'ai engagé la conversation. J'étais fâchée, j'ai exprimé mon mécontentement. Et lui, il avait un cadeau. Donc, du coup, il ne savait plus comment me le remettre. Et donc, il est allé dans la chambre. Il a déposé le cadeau. Et il est ressorti. Il a continué à faire ce qu'il avait fait. Et moi, quand je rentre à la chambre, fâchée et tout, je découvre le cadeau. Mais comme j'étais mal, ça m'avait marqué, mais puis en même temps, je me suis sentie toute bête, quoi. Ben voilà. Ça n'en valait pas la peine? Quoi, le cadeau? Non, votre colère. Oui, mais en fait, ça n'avait rien à... Voilà, c'est pourquoi on dit la sage-femme a une certaine façon de se conduire après. Oui, Tu laisses l'autre souffler, lui dire, demander comment s'est passée la journée. Et moi, je n'ai pas eu cette sagesse, donc ça donnait ce que ça donnait. J'ai eu ma leçon par la même occasion, donc voilà. Qu'est-ce que vous reprochez à l'homme africain avec grand H? Ouh, très très bonne question. Ah là là là. L'homme africain, je crois que c'est culturel, bof. L'homme africain, je trouve qu'il ne respecte pas assez la femme. Il ne respecte pas assez la femme, pas parce qu'il veut,
Mais peut-être parce qu'on leur a toujours dit que l'homme est le chef de famille et ils le comprennent mal. Oui. Être chef ne veut pas dire être désobligeant envers son épouse. Être chef, très peu d'hommes comprennent un peu mal le concept de aide. Quand on dit la femme est l'aide, ils ont l'impression que comme on leur dit qu'ils sont le chef, ils doivent tout faire tout seuls pour montrer qu'ils sont forts. Non, vous êtes fort, monsieur. Vous êtes fort, oui, nous le savons, mais vous avez en même temps besoin de nous. Donc, je trouve que beaucoup d'hommes, bon ça c'est dans mes expériences personnelles et avec les échanges, parce que je suis assez ouverte, je suis assez communicative, donc il m'arrive de vraiment amener les gens à s'ouvrir. Et quand on discute, on échange avec les femmes de nos différents problèmes, nos différentes expériences, il ressort souvent qu'elles sont incomprises. On ne leur laisse pas assez la possibilité de s'exprimer. D'accord. En fait, l'homme africain a un peu tendance à négliger les capacités, les potentialités de leurs épouses. C'est ce que je reproche beaucoup aux hommes. Et une qualité que vous leur appréciez? Ben, après, chaque homme est particulier. Je ne saurais me prononcer sur cette question, donc je préfère qu'on passe à autre chose. Et une qualité que vous appréciez chez les femmes, en général, sans s'accentuer sur vous? Bon, les femmes, en général, elles sont sentimentales. Elles sont sentimentales. Elles sont à l'écoute. Jusqu'à ce qu'on leur coupe l'envie d'être à l'écoute. Donc, en général, c'est ça, les qualités. Ça, c'est propre aux femmes. Et souvent très capricieuses. Ça, c'est le propre des femmes aussi. Oui, c'est naturel en nous. Et un défaut? Chez les femmes? Oui. Bon. À entendre les hommes, souvent les femmes sont... Non, d'après vous? D'après moi. Lorsque vous regardez vos sœurs africaines, qu'est-ce que vous leur reprocheriez? Beaucoup manquent de sagesse. Et aussi beaucoup de maturité. Beaucoup de confiance en soi. Elles manquent de sagesse, elles manquent de maturité, elles manquent de confiance en soi. Oui, beaucoup. La plupart. Oui. Pas tous les critères en même temps, mais au moins l'un. Elles ont au moins l'un des critères que je cite. D'accord. On va clôturer l'émission. Est-ce que vous aviez une dernière chose à dire? Ben, je veux dire aux parents, parce que c'est à eux que mon ONG s'adresse, et parce que le thème de l'émission c'est responsabilité parentale, nous voulons dire que nous soyons responsables envers la vie que nous avons engendrée. Mais l'ONG ne s'adresse pas, je voudrais dire au passage que l'ONG ne s'adresse pas seulement aux parents, parce qu'ils ne sont pas les seuls acteurs de la vie et de l'évolution et de l'épanouissement de leurs enfants. Il y a les tuteurs, parce que par concours de circonstances, des fois les enfants se retrouvent sans parents et ils sont recueillis. Les tuteurs, je pense aux orphelinats, aux parents qui recueillent, des familles qui recueillent des enfants. Je pense aux enseignants, parce que j'ai vu des enseignants qui ont joué aussi le rôle de parents. Je pense même aux responsables d'église. Des fois, ils sont en contact avec des enfants qu'ils aident. D'accord. Donc, nous avons besoin, la société a besoin de chacun de vous pour œuvrer pour les droits des enfants et leur évolution, l'harmonisation et autres. Voilà. Et nous, on va clôturer en disant merci à tous ceux qui étaient scotchés devant leur poste téléviseur pour suivre cette émission. Notre invitée, c'était Elsie Akazé, épouse Adia, qui avait beaucoup de choses à dire. Elsie, on a été très heureux de vous recevoir au sein de Femina. Merci. La Belle Radio et Télévision vous dit merci. Et on vous donne rendez-vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, pour un autre numéro de Femina. Et on pense vous retrouver pour la prochaine fois dans un autre numéro de Femina avec une nouvelle femme qui aura de nouvelles choses à vous dire. Ciao, ciao. Portez-vous bien et à la prochaine.